Bienvenue dans le débat consacré à la situation au Niger, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé le rapatriement des troupes françaises avant la fin de l'année et le retour de l'ambassadeur de France. Le président français a également annoncé que la France mettait fin à sa coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, a-t-il dit. La junte a célébré ce qu'elle appelle une nouvelle étape vers la souveraineté et interdit l'espace aérien nigérien aux avions français. La junte a néanmoins indiqué la nuit dernière vouloir établir un cadre négocié, a-t-elle dit, pour le retrait des troupes françaises. Alors comment ce retrait des troupes françaises va-t-il s'effectuer? Que vont faire les Américains? Quid de Wagner? Quelles conséquences pour la lutte contre le djihadisme? Que va-t-il se passer au Niger? Niger, retrait des forces françaises. Et après, voilà le titre de l'émission. Eh bien, on va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir Niagalé Bagayoko à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bienvenue. En face de vous, Antoine Gazer. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, co-auteur avec Pascal Hérault de Le piège africain de Macron. Et c'est chez Fayard. Bienvenue également. Loïc Kervran est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Député Horizon et Apparenté, vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Bienvenue à vous. Et Sédic Abba est avec nous. Bonsoir, Sédic, journaliste et écrivain, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, point d'interrogation. Et c'est aux éditions, je ne sais pas. Impact. Impact, voilà. On va démarrer cette émission par un retour en images sur justement un rappel des faits tout simplement avec Ludovic de Foucault. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez d'ailleurs participer à l'émission sur les réseaux sociaux, #débat F24. 26 juillet dernier, à la télévision nationale nigérienne, des hommes en uniforme lisent un communiqué. Un coup d'État vient de se produire. Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Dans la rue, la pression contre les forces étrangères, en particulier la France, gagne en intensité. L'ambassade de France est prise pour cible. L'ambassadeur lui-même est sommé de quitter le pays, tout comme les militaires français sur place. Paris refuse de reconnaître la junte et de céder à l'ultimatum. Pour Emmanuel Macron, seul Mohamed Bazoum, retenu contre son gré au palais présidentiel, est légitime. Le chef de l'État français apporte son soutien à la CEDEAO dans cette crise. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat. Cette menace d'action militaire, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest l'a effectivement brandie. Si les moyens pacifiques échouent, la CEDEAO ne peut pas se contenter de baisser les bras. Les moyens d'action comprennent l'utilisation de la force. Il s'agit donc d'une option tout à fait envisageable. Un consensus que les États-Unis font voler en éclats en s'opposant à une intervention militaire et en repositionnant leurs troupes au Niger. Washington cherche un compromis avec la junte pour éviter de voir les nouvelles autorités se tourner vers la Russie et le groupe Wagner. L'intervention militaire de la CEDEAO, elle, semble de plus en plus hypothétique et la junte consolide son pouvoir avec la nomination d'un gouvernement. La situation devient intenable et la France se résigne donc à quitter le Niger, le privant de fait de son assistance dans la lutte antiterroriste et de son soutien économique, pourtant crucial. 40% du budget de l'État nigérien dépend des aides internationales. Voilà pour résumer des faits depuis 3 mois. On va écouter à présent Emmanuel Macron. C'était donc dimanche avec nos confrères de France Télévisions et de TF1. Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Quand ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Sédic Abba, est-ce qu'on peut dire que le Niger, c'est terminé, c'est fin de partie pour la France? En tout cas, à l'heure qu'il est, il n'y a plus, puisque les deux enjeux importants aujourd'hui de la relation entre la France et le Niger,
c'était l'exigence du départ de l'ambassadeur de France qui a été expulsé depuis le 25 août, et puis la demande de retrait des forces françaises qui, elle, remonte au lendemain du coup d'État, dès les premières heures du coup d'État. Et à partir du moment où la France accepte finalement d'accéder aux deux exigences de la junte, je pense qu'un nouveau chapitre va s'écrire dans les relations entre la France et le Niger. L'ancien chapitre est refermé avec la décision du président Macron de retirer, d'accéder aux deux exigences de la junte au Niger. Loïc Kervran, comment ça va se passer concrètement? Un retrait de 1500 soldats en 3 mois, c'est un casse-tête, un défi logistique? C'est un vrai défi logistique. Nos armées savent faire. Elles l'ont montré au Mali, alors sur un temps beaucoup plus long, mais aussi avec plus d'hommes et plus de matériel. Là, il y a des conditions un petit peu différentes parce que les distances sont plus importantes avec les relais qui pourraient accueillir la sortie de ces hommes et de ces matériels. Et puis, l'essentiel devrait quand même rentrer en France avec peut-être un petit peu de redéploiement quand même en Afrique. Un redéploiement où? On a une idée? Alors, peut-être au Tchad. La question du Bénin se pose également, mais vraiment le gros va rentrer en France. Niagalé, alors c'est vrai que les militaires au pouvoir à Niamey, eux, ils célèbrent ce qu'ils appellent une nouvelle étape vers la souveraineté. Ils disent que c'est historique. Et néanmoins, la junte a affirmé cette nuit vouloir établir un cadre négocié pour le retrait de ces troupes françaises. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir une coopération? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, la façon dont est présenté ce retrait, notamment par le président de la République, comme étant d'initiative française, ne correspond pas, pour dire le moins, à la réalité. Il y a eu une dénonciation très claire, le 4 août dernier, des différents accords de défense et de sécurité qui lient le Niger à la France, y compris l'accord de coopération qui date de 1977, et aussi tous les cadres qui réglementaient la présence militaire française statutairement dans le pays. Donc, il est nécessaire de tenir compte de ce cadre légal. C'est extrêmement important et je pense que c'est aussi à ça qu'il est fait référence. On voit cependant... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a cassure ou au contraire coopération dans le cadre de ce retrait? On voit cependant qu'il y a un désir des deux côtés de ne pas rompre totalement les liens, en tout cas de nature opérationnelle. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une coopération en matière de ce qu'on appelait le partenariat de combat qui a été extrêmement poussé. Les forces armées françaises, pour ce qui concernait les interventions de type opérationnel, étaient d'ailleurs placées sous commandement de l'état-major de l'armée nigérienne. Et ils peuvent à ce stade coopérer? Loïc Kervran, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, parce qu'un des points importants... Après la dénonciation des accords de coopération? Un des points importants, c'est quand même de gérer la sortie des forces et des matériels français. Et ça, c'est la responsabilité de la junte aussi, d'assurer une sortie en sécurité, dans le respect de la sécurité, en particulier de nos militaires. Ce sont des discussions, ils ont eu des positions plutôt ouvertes là-dessus. La France, elle a laissé son temps, finalement le temps à la démocratie, à la CEDEAO pour éventuellement planifier une intervention. Les conditions n'étaient plus réunies, mais maintenant l'important c'est que la junte assure la bonne sortie en bon ordre des Français. Antoine Gazer, coopération finalement rendue obligatoire? Bien sûr, je veux dire, il n'est pas question que les militaires français se fassent caillasser en sortant du Niger. Il y a ça, il y a deux choses. Ça veut dire, on voit bien qu'Emmanuel Macron, il avait fait un pari sur l'intervention de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Il voit bien jour après jour qu'elle est vraiment de plus en plus hypothétique. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose aussi, c'est l'isolement de la France. Ça veut dire, contrairement à ce qui s'était passé au Burkina Faso et au Mali, là, finalement, les partenaires de la France étaient en vol de canard derrière la politique de la France au Mali. Là, par contre, on voit bien que ça soit en particulier les Américains, mais aussi les Allemands et les Italiens qui ont des troupes, ils ne sont pas du tout sur la position française. Donc ils ne vont pas rapatrier leurs troupes, eux, les Américains, les autres Européens? Non seulement ça, mais les Américains, il y a quelques jours, ils faisaient même des vols. Ils avaient repris leurs vols, soi-disant, pour protéger, enfin, je ne sais pas soi-disant, ils disaient que c'était pour protéger les soldats au sol. Mais ils ont une autre politique. Ils ont mis 100 millions de dollars dans une base au nord du Niger. On va y revenir d'ailleurs. Voilà, donc je veux dire, je pense qu'on voit bien que le président, il a pris acte
que du fait, que finalement, il n'y avait pas d'intervention de la CEDEAO et la France depuis intervenue en première ligne, et deuxièmement, la France est isolée, y compris par ses propres partenaires européens. Sédic, mais un mot quand même sur l'intervention de la CEDEAO. Est-ce qu'il y avait vraiment été question à un moment d'une intervention militaire ? Absolument. Je pense que la CEDEAO avait eu ce projet-là parce que le Niger était devenu pour elle un enjeu qui dépasse le simple Niger. La CEDEAO a échoué à imposer un rapport de force. Alors, si elle a échoué à imposer un rapport de force aux militaires burkinabés, aux militaires maliens, aux militaires guinéens. Pour elle, le Niger, c'était le coup d'État de trop. Elle jouait sa crédibilité et sa survie et elle a actionné, elle a eu vraiment le projet d'avoir une intervention militaire puisque les chefs d'état-major de la CEDEAO s'étaient réunis. Le président, oui, mais il faut aussi les conditions d'intervention parce que l'intervention militaire présentait un risque important et elle était totalement aléatoire. Compte tenu de la configuration de Niamey, les lieux du pouvoir sont au cœur de la capitale. On ne peut pas faire une intervention sans grand risque. Il y a ce risque-là, il y a l'aléa politique. Si on fait une intervention pour rétablir le président Bazoum, comment va-t-il gouverner? Avec qui va-t-il gouverner? Et puis, il y a aussi, si jamais une confrontation se faisait, on va y revenir, elle affaiblirait l'armée nigérienne et les armées qui vont se coaliser aux côtés du Niger. On se retrouverait à donner de grains à moudre aux groupes terroristes qui sont Mais est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur crédibilité, du coup, la CEDEAO, en préparant un projet qui, finalement, ils n'ont pas exécuté? En tout cas, ils ne l'ont pas regagné, parce que l'une des difficultés de la CEDEAO, d'une manière générale, c'est sa perte de légitimité et de crédibilité, en raison à la fois de son non-déploiement opérationnel en tant que tel dans la lutte contre les djihadistes, mais aussi de tous ces renoncements face au coup d'État militaire, mais aussi au changement de pouvoir inconstitutionnel opéré par des civils. Donc elle ne l'a pas regagné. Mais est-ce qu'elle comptait sur la France, en fait? Un soutien peut-être plus fort de la France dans le cadre de cette intervention? Moi, je n'y crois pas du tout, dans la mesure où on dit toujours que la CEDEAO est aux mains des Français. C'est faux. C'est une organisation qui est très dominée par les anglophones, notamment le Nigeria, qui a le souvenir traumatisé de ce qui s'est passé avec le Biafra. Donc qui a freiné des quatre fers. Et la création du G5 Sahel par la France, avec son soutien, visait aussi à contourner la CEDEAO. Je pense qu'il est important de dire que le projet a subi un revers à cause des contingences nationales du Nigeria. Le Nigeria était le fer de lance de cette intervention dans le schéma initial. À partir du moment où le Sénat du Nigeria avait refusé l'autorisation au président Tinubu et que l'ensemble des gouverneurs haoussaphones du Nigeria et tous les chefs religieux s'étaient mobilisés en disant que le Nigeria ne peut pas faire la guerre au Niger, il n'y a pas eu un autre leadership de cette intervention et du coup, l'intervention a fait push. En fait, moi je suis totalement d'accord avec Sédic. En fait, c'est le Nigeria qui est quand même le grand pays de la région. Et en fait, le Nigeria a eu ses problèmes internes. Je veux dire, eux, ils considèrent... Mais après réflexion, parce qu'ils considèrent... Lorsque le président Tinubu est arrivé au pouvoir, il est devenu président de la CEDEAO et à ce moment-là, il a montré les muscles, il a montré qu'il était le patron de la région. Il disait Nigeria is back, on va avoir notre diplomatie d'influence dans toute la région. Et en fait, derrière lui, ses propres, non seulement il y a le Sénat, mais même ses militaires, etc. Et le risque de massacre de civils. Ça, c'était aussi un truc qui a fait reculer un certain nombre de pays extérieurs en disant non, on ne va pas soutenir ça. Il y avait finalement qu'Emmanuel Macron qui soutenait cette intervention. Loïc Kervran, la France doit-elle remettre à plat justement sa politique en Afrique en se retirant du Niger? Il y a eu tout de même le Mali, le Burkina, maintenant le Niger. Est-ce qu'il faut tout remettre à plat? Ce qui est intéressant, c'est que le président de la République avait parlé de cette remise à plat avant ces retraits successifs. Il avait parlé de démilitariser la présence française en Afrique. Il avait parlé des autres dimensions de nos partenariats et aussi de voir l'Afrique bien au-delà du Sahel, puisque en réalité aujourd'hui, la France approfondit ses relations avec un certain nombre de pays. Je pense à l'Éthiopie, par exemple, au Kenya, etc. Donc il faut aussi dézoomer un petit peu, aller vers des pays anglophones, aller vers des pays lusophones. Problématique l'Éthiopie quand même, comme régime aussi. Bien sûr, mais ça c'est la difficulté d'opérer avec un certain nombre de ces pays. Mais la réalité, elle est là. En fait, il y avait déjà une réflexion préexistante sur tous ces sujets, y compris sur, on va dire, l'abaissement de la part militaire de la relation et des partenariats avec les pays africains.
C'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut oublier un peu la présence militaire aujourd'hui française en Afrique, tout court, Niagalé. Ce qui est certain, c'est que elle apparaît, cette présence militaire, comme le symbole honni d'un passé, notamment colonial ou post-colonial ou paternaliste. Il y a cet élément. Mais pour moi, au-delà des éléments très justes qui viennent d'être rappelés, ce qui s'est produit, c'est surtout la revanche des opinions publiques. En effet, il y avait les positions des sénateurs au Nigeria, etc. Mais aussi bien au Niger que dans toute la sous-région, on a vu une hostilité absolument généralisée face à toute intervention extérieure et aussi face au maintien provoqué par quoi? Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, ce n'est pas... c'est pas seulement les réseaux sociaux. Si on le prend le cas du Niger, qui est très intéressant, s'il y a un long moment en réalité que la présence française est dénoncée. Il y a eu ce fameux incident qui s'est produit à Terra il y a presque 2 ans où un convoi de l'opération Barkhane avait été pris à partie et s'était soldé à la suite des manifestations très violente par 3 morts suite au tir de semonces de l'armée française. C'est resté dans les mémoires, mais d'une manière générale, il y avait une peur dans l'opinion publique au Niger que l'insécurité des pays voisins, notamment du Mali, ne fasse contagion en raison de la trop grande présence internationale. Antoine, ça veut dire les forces françaises vont rester où? Donc il y en a toujours au Tchad. En fait, si on fait grosso modo... Je ne suis pas un spécialiste, c'est le député, mais ce qui est évident, c'est que la présence de l'armée française en Afrique en général a servi de cache-misère à une présence française globalement déshérente sur le continent. Et c'est ça qui est absolument anachronique. C'est finalement cette présence de l'armée, alors que la France ne fait plus que 4% de business en Afrique, les Chinois font 18%, il y a les propres partenaires européens de la France qui font encore plus de business que la France, mais la France est restée le gendarme de l'Afrique. C'était bien du temps de la guerre froide parce qu'ils avaient aussi le business, c'était des rentes politiques. Et là, les contraintes de partir. Et on est dans une autre période historique, ça veut dire qu'il faut aussi passer, c'est quelque chose qui est historique, il faut passer à autre chose. Quant à la présence, c'est vrai que le président Macron avait dit que le 14 juillet, il définirait à nouveau ce qui ferait des bases militaires françaises en Afrique. Ça n'a pas été fait, on a compris qu'il y aurait une partie de formation, mais très franchement, il y aura normalement un allègement de toutes les bases militaires, mais entre alléger, les transformer, etc. Puis je vais vous dire, quand vous êtes président de la République française, chef des armées, vous avez tous les généraux autour de vous, c'est-à-dire leur corporatisme de l'armée française, c'est pas rien non plus. Donc la marge, c'est aussi du franco-français. Oui, le Carvon. Donc ça veut dire on déploie où? Peut-être vous disiez au Tchad, peut-être c'est un retrait au niveau des 2 tiers, ils vont vraiment être rapatriés en France? Oui, le gros va être rapatrié en France. Après tout, les arbitrages sont pas pris. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'au Sahel, on avait des présences qui étaient de toute façon faites pour ne pas durer. Au contraire d'autres endroits, à Djibouti, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où on a des présences beaucoup plus anciennes. Et qui vont rester, qui vont être modifiés selon les axes qu'avait indiqué le président de la République avant tous ces événements. Est-ce qu'on passe vraiment à autre chose, là? Comme disait Antoine Glaser, Seydi Kaba? Ah non, il y a c'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau cycle. Absolument, c'est peut-être un nouveau livre, plus qu'un chapitre. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé. Et la France a eu du mal à percevoir l'évolution de l'Afrique. Et je pense que beaucoup de mauvaises appréciations. L'Afrique s'est diversifiée, il y a beaucoup de nouveaux compétiteurs et la France est restée plutôt dans la lecture du précaré. Et ça, je pense qu'elle est passée à côté de cette lecture-là. Et il y a eu tout ce que l'on sait aujourd'hui. L'absence d'abord de résultats de la lutte contre le terrorisme au Sahel, puisque le paradigme du tout militaire et sécuritaire n'a pas été efficace. N'a pas été à la hauteur. On a pensé qu'il suffisait des drones, de 5000 soldats, de ramener 600 légionnaires pour écraser la menace terroriste au Sahel. Ça n'a pas marché. Et à côté de ça, il y a eu, ne l'oublions pas, toutes les maladresses diplomatiques. Le coup de menton maladroit qui ont été faits, qui ont été perçus justement, mal perçus au Sahel, qui ont aggravé justement la relation entre la France et l'Afrique. Oui, non, vraiment, pour compléter, en effet, cette affirmation qui est de plus en plus récurrente, d'ailleurs, d'un succès qu'aurait été le déploiement français, est étonnant parce qu'il fait totalement écho
au discours que l'on voit chez les jeunes aujourd'hui qui parlent en permanence de leur succès dans la lutte contre le terrorisme. La réalité est qu'on est face à un échec collectif au niveau national, au niveau international, qui n'est pas propre qu'au Sahel, qui s'est produit également en Afghanistan, qui s'est produit au Moyen-Orient. Et tant qu'on ne fera pas les leçons apprises de ces échecs à contenir un certain type d'ennemis, eh ben, on continuera à se heurter à celui-ci. On va y revenir. Avant cela, on va parler un peu des Américains, justement, parce qu'on le sait moins qu'ils sont présents. Ils ont un peu plus de 1000 soldats au Niger, et ils ont affirmé qu'ils allaient étudier toutes les mesures possibles concernant la présence militaire dans la région. Ça, c'était hier. On va écouter, c'est Lloyd Austin, le chef du Pentagone. Nous espérons une solution diplomatique. Nous voulons une fin pacifique à la crise et surtout, nous voulons que les autorités démocratiquement élues du Niger soient préservées. Même si nous donnons une chance à la diplomatie, nous allons aussi continuer d'évaluer toutes les options qui préserveront nos objectifs démocratiques et sécuritaires, et ces deux objectifs sont interdépendants. Sidi Kaba, est-ce que en fait, c'est lié, la stratégie américaine aujourd'hui, au retrait des troupes françaises ou pas du tout? Non, les Américains qui ne parlent pas de coup d'État d'ailleurs, parce que légalement, s'ils disaient coup d'État, ils seraient obligés de partir. Dès le départ, la posture américaine était claire. Il s'agissait pour les Américains, l'enjeu le plus important, c'était d'éviter que le Niger bascule dans le giron de Russie et que Wagner arrive. Pour cette raison-là, pour atteindre cet objectif, ils avaient accepté de continuer à discuter avec la junte. Ils n'ont jamais rompu le canal de discussion. Il y avait, avant cette affirmation, il y avait un émissaire du président Biden, une émissaire d'ailleurs, qui était venu à Niamey spécialement pour rencontrer un des responsables de la junte qui a discuté avec elle. Et les Américains, cette posture-là fait en sorte que sur l'agenda de la junte, il n'y a pas de départ des Américains. Et pour eux, les Américains peuvent rester. Et donc là, malgré le départ des Français, ça ne changera pas leur posture. A priori, ils vont rester à Agadez. D'ailleurs, quand les Américains ont vu qu'il y avait des risques que la base aérienne soit attaquée, ils ont décidé de déplacer leurs hommes de Niamey à Agadez, de la base 101 à la base 202, pour dire que nous, on n'est pas dans cette affaire. On laisse les Français se débrouiller avec le malheur qui leur arrive. Ouais. Eux, ils sont dans cette posture. À la ils limite, vont continuer à rester au Niger. Ils profiteraient même de la situation. C'est ça. Ils ne profitent pas. Simplement, les Américains, je pense que pendant très longtemps, et d'ailleurs, ils servaient de grandes oreilles de renseignement à l'armée française, je pense que les Américains, maintenant, ils ont leur propre politique sur l'Afrique qu'ils n'avaient pas. Ils laissaient les Européens faire, et en particulier la France dans son précaré. Actuellement, ils sont aussi à l'offensive dans un pays comme la Centrafrique. Partout, on est dans une nouvelle géostratégie. Partout, il y a des minerais précieux comme le lithium, le rhodium, des minerais qu'on trouve difficilement, sauf en Russie et aux États-Unis. Je pense que les Américains, ils ont pris acte que la France ne contrôlait plus son précaré, et je pense qu'ils sont en train de faire leur propre politique, et eux, ils sont dans la géostratégie. Eux, leur problème, les Américains au Niger, c'est quoi? C'est pas simplement les Russes, ce sont les Chinois. Les Chinois, ils sont dans le pétrole, et les Chinois, ils ont pris tous les permis autour de l'uranium de Imouraren. Eux, c'est les Chinois aussi qui sont là. On parle toujours que de la Russie. Mais ils sont dans une nouvelle géostratégie, et donc ils considèrent que la France... Donc ils vont rester. Ils ne font plus le boulot, ils vont rester. Loïc Kervran, mais ils coopéraient avec l'armée française, l'armée américaine. Donc là, ils vont se retrouver sans les Français. Oui, alors, bon, il y a plusieurs choses quand même. D'abord, parce que sur le temps long, moi, je ne sais pas ce qui va se passer exactement. D'abord, la situation sécuritaire, elle s'est fortement dégradée au Mali. Elle s'est très fortement dégradée là, depuis que la junte est arrivée au Niger. Je ne sais pas dans quelle mesure les Américains seront sur le très long terme capables de rester pour des raisons sécuritaires, mais aussi pour des raisons politiques, etc. Après, je partage complètement que le vrai sujet, c'est la Chine. C'est moins la Russie que la Chine, même si on parle plus de la Russie. Oui, tout à fait. Mais bon, la Chine, veut dire d'un point de vue militaire ou c'est plutôt économique? D'un point de vue de prédation, donc c'est économique des ressources. plutôt, bien sûr. Alors que les Russes, la c'est plutôt militaire. géostratégie, c'est très important. Ouais.
Niagalé, justement, un mot sur ces Américains. En fait, leur mission, c'était quoi? Ils avaient une mission de formation de l'armée nigérienne. C'était ça, les Américains? Ils avaient une mission de formation. Ils mettaient à disposition leurs moyens en matière de renseignement. Voilà, On a appris à l'occasion de l'incident très grave de Tonga qu'ils avaient également une mission d'accompagnement, puisque on s'est aperçu qu'il y avait des forces spéciales américaines qui intervenaient aux côtés des militaires nigériens. Ils avaient une mission de renseignement également. Il ne faut pas oublier que leur commandement, qui s'appelle AFRICOM, est basé sur le territoire européen et qu'ils ont besoin de points d'appui qui sont très nombreux d'ailleurs sur le continent africain. Qui n'ont jamais réussi à avoir parce qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les pays africains pour l'accueillir, mais que leur présence, elle est très importante pour mailler le territoire, mais elle n'est pas visible. Ce qui, alors que les pourquoi est-ce que justement, effectivement, la junte est prête à les accepter, à les garder? Les Américains, il n'y a pas de... D'abord, il y a eu des relations de coopération très étroites. Le général Barmou, qui est aujourd'hui chef d'état-major, a été à la tête des forces spéciales nigériennes et était le principal interlocuteur des Américains. Et en plus, pour la junte, qu'est-ce qu'on proposait? Je sais que, par exemple, que les Américains, ils ont proposé à Touadéra en Centrafrique, en disant, si vous vous débarrassez des Russes, à ce moment-là, on parlera pour vous au FMI, à la Banque mondiale. Voilà, les Américains, ce qu'ils peuvent faire, ce que la France ne peut pas forcément faire. Donc, on est dans une nouvelle période, et l'offre américaine, avant, qui n'existait pas, et devient une réalité. Soyons prudents quand même, parce que quand l'argument français n'existera plus, pour des raisons de politique intérieure nigérienne, qu'est-ce que va faire la junte? Quel va être... l'argument qui va être utilisé? On voit qu'au Mali, il est encore utilisé aujourd'hui, mais il y a un moment où on ne pourra plus utiliser l'argument anti-français. Est-ce qu'un jour, il n'y aura pas un argument anti-américain? Voilà, moi je resterai quand même prudent sur la pérennité. Les Américains, on ne les voit pas, c'est ça le truc aussi. Oui, on les sent. Mais là, on en parle. Et d'ailleurs, c'est intéressant de revoir un petit peu ces images à l'ONU, puisque Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, c'était pendant l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies en Afrique. Il était venu, Sédic, voir justement la CEDEAO, en l'occurrence le président du Nigeria, pour leur demander même de lâcher un peu de l'Est, de ne pas forcément faire trop pression au Niger. Oui, c'est exact. C'est parce que les Américains, ils sont cohérents dans leur agenda. En faisant cela, eux, ils évitent qu'on mette le maximum de pression sur la junte parce que pour eux, si on met le maximum de pression sur la junte, la pousser jusqu'à ses derniers retranchements, elle peut basculer. Elle peut se jeter dans le bras de la Russie et de Wagner. Et pour eux, ça, c'est un enjeu qui peut-être même est plus important que le retour à l'ordre constitutionnel normal au Niger. Si vous regardez le discours américain depuis le coup d'État, les Américains disent on prend le retour à l'ordre constitutionnel normal sans beaucoup de fermeté, mais ils disent, à la différence de la France, on veut le retour à l'ordre constitutionnel, alors que la France dit on veut le retour à l'ordre constitutionnel normal avec le président Bazoum aux affaires. Et c'est ça la vraie différence, ou au final, finalement, ce retour à l'ordre constitutionnel, les Américains, d'après ce que vous dites, c'est pas vraiment leur priorité? Ça peut être leur priorité, c'est-à-dire que les Américains aujourd'hui sont prêts à un compromis qui mettrait en place une transition pour aller à des élections, alors que la posture de la CEDEAO et de la CEDEAO, c'est dire c'est Bazoum ou rien, alors qu'eux, ils sont dans une autre lecture des événements. Et il y a aussi manifestement des divergences au sein de la junte nigérienne. Quant aux alliés à privilégier, il semble y avoir certains hauts gradés qui sont beaucoup plus favorables aux Russes. On pense notamment au général Modi, qui est chef d'état-major, qui a revendiqué très tôt, même avant son limogeage, de vouloir se rapprocher avec le Mali et le Burkina Faso, et qui est sans doute aussi l'un des artisans de cette nouvelle alliance du Liptako-Gourma qui a été scellée entre les trois régimes militaires, et d'autres qui sont beaucoup plus favorables en interne à une proximité avec les alliés occidentaux. C'est très important. Ça veut dire ce qui va se jouer maintenant, c'est par rapport aux voisins. C'est l'histoire de Liptako-Gourma. C'est aussi par rapport à la CEDEAO. Parce qu'à la CEDEAO, on parle des interventions militaires, mais ils ont complètement étranglé le Niger sur le plan économique et financier. Et donc, c'est ça. Autant quand ça s'était fait au Mali, les Maliens avec les diasporas, il y a 300-400 000 Maliens en France, avec les téléphones et tout, ils arrivent encore à nourrir leur famille et tout. Mais je veux dire, c'est ça aussi. C'est par rapport aux voisins. Et c'est très bien, c'est leur problème.
c'est pas le nôtre. Et c'est très bien qu'ils interviennent avec des problèmes, avec les voisins. Parce qu'on dit toujours, on a l'impression qu'on s'en va, on dit, oh là là, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais maintenant, c'est avec les voisins qu'ils vont discuter. Ils vont sans doute attaquer, je parle politiquement, la Côte d'Ivoire, tous ceux qui les étranglent de la CEDEAO. Et ils vont discuter ensemble avec leurs voisins. Ça, ce sera la nouvelle étape. Oui, mais moi, cette alliance, j'ai un regard quand même un peu préoccupé dessus, parce que j'ai l'impression de ce qu'on en voit, pas grand-chose encore aujourd'hui, mais que son premier objectif, c'est quand même de préserver ces trois régimes, beaucoup plus que la lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme. Oui, et on a vu que l'approche extrêmement militaire et brutale du Burkina et du Mali sur la question djihadiste n'a pas produit d'effet, au contraire, si ce n'est d'alimenter le recrutement des groupes djihadistes. On va y revenir avec une carte, vraiment justement cette situation sécuritaire. Juste un petit mot avant, puisqu'on parlait des Américains, des Nations Unies, pour terminer sur cette réunion annuelle de l'ONU, parce qu'il faut tout de même rappeler que le Mali et le Burkina Faso se sont fait un peu les porte-voix du Niger, puisque le Niger avait un envoyé de la junte qui a été empêché de prendre la parole. Donc là, qu'est-ce que ça signifiait, Sédik Abba? En fait, il y a eu une sorte de bras de fer entre Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, et la junte nigérienne à New York. Oui, il y a eu un imbroglio, puisque pour prendre la parole à l'Assemblée générale, il y a une commission d'accréditation. La France a même essayé d'aider le régime renversé en demandant une convocation une réunion extraordinaire du comité pour homologuer la prise de parole par l'émissaire du pouvoir renversé, le ministre du Commerce Al-Kash, et ça n'a pas marché. Et contre l'ONU a préféré couper la poire en deux en disant personne ne prend la parole. Et ni la jeune, ni le régime renversé n'a eu la parole. Et du coup, le Niger n'a pas pris la parole. En revanche, le Mali, oui, et le Burkina aussi. Et la Guinée. Je crois qu'on entend justement le secrétaire général de l'ONU, là, à l'instant, Antonio Guterres. Il y a eu une petite erreur, parce qu'on devait justement... Mais c'est ça l'incohérence de l'ONU, c'est que l'ONU n'a pas empêché que le régime militaire en Guinée, au Mali et au Burkina prennent la parole, mais a empêché le Niger, et ça n'a pas eu d'explication véritable. Donc du coup, ils l'ont vécu comme une stigmatisation, j'imagine. C'était un peu ça. Comme une instrumentalisation par les pays occidentaux. Oui, bien entendu. Mais je pense qu'il est quand même important de revenir sur le point que vous abordiez, à savoir cette alliance. Je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a notamment dans le texte un article qui est très préoccupant, qui porte sur la possibilité pour les trois régimes de s'allier contre leur rébellion nationale. Parce qu'on a beaucoup trop tendance à considérer qu'aujourd'hui, le seul problème sécuritaire dans la zone, c'est le djihadisme. Aujourd'hui, il y a un très fort risque d'embrasement de la région. D'abord parce que la guerre est en train de reprendre entre les Maliens... coordination de l'Azawad. La CMA au nord du Mali et les autorités actuellement en place. C'est un élément essentiel qui va, à mon avis, occuper l'agenda des quelques mois à venir, mais qui crée également des nouvelles propensions au Niger de relancer aussi ce type de rébellion. Donc attention, parce que les divergences d'analyse stratégique qui ont considéré pour les partenaires extérieurs à se focaliser uniquement contre la lutte contre le terrorisme, alors qu'il y a beaucoup d'autres de problématiques sécuritaires et politiques dans la zone, attention à ne pas reproduire cette erreur, à mon avis. Loïc Carvan, pour répondre justement à ces problématiques on va voir une carte, d'ailleurs, tout de même, avec la présence des différents djihadistes, mais sur cette problématique qui est beaucoup plus large, finalement, que juste les Oui, et puis en djihadistes. réalité, les choses ne sont pas figées. D'ailleurs, certains parlent d'insurrection communautaire à caractère djihadiste, finalement. Oui. On a mais ça, c'est plutôt le Mali. qui utilisent... Oui, au Mali, effectivement, qui utilise le truchement du djihadisme pour... voilà. Mais là, il y a plein d'enjeux qui sont importants pour l'avenir de la lutte contre le terrorisme. Il y a le lien avec le lac Tchad, par exemple, et la question, si ce lien se fait, du renforcement de l'État islamique, parce qu'on n'a pas dit encore jusqu'à maintenant qu'il y a une guerre très forte entre AQMI-JNIM, donc Al-Qaïda, et l'État islamique dans la province du Sahel. Là, on va voir la carte, parce que pour le coup, un des enjeux, par exemple, c'est est-ce que ce lien, il va pouvoir se faire pour pouvoir amener des compétences, de la logistique, etc.
Est-ce qu'il va y avoir un lien entre... Enfin, pour l'instant, ils sont plutôt Pour l'instant, en fait, quand les gens ils voient ça, ils disent c'est bien, ils s'affrontent entre eux. Mais le problème le plus important, c'est quand même au Mali, quand vous avez le gouvernement, les putschistes maliens qui disent on ne peut pas faire les élections, on reporte les élections qui devaient avoir lieu en février 2024 parce qu'on n'a pas eu, il y a une boîte française qui ne nous a pas permis, qui ne nous a pas fourni le matériel. En fait, la réalité, c'est que c'est l'histoire du Nord, comment ils vont faire les élections alors qu'il n'y a plus accès à l'armée malienne au nord du pays. Et pourquoi il n'y a plus accès à l'armée? Tout simplement parce qu'il y avait... Ce sont des djihadistes ou ce sont des combats? Non, il y avait une coordination des mouvements de l'Azawad, ce qu'on appelle, ce sont des Touaregs du nord du Mali, qui ont toujours empêché le gouvernement central d'aller la capitale, pour eux, c'est Kidal. Ils avaient demandé, quand ils sont rentrés de Libye, en disant on veut créer l'Azawad, ce sont des indépendantistes. Et pendant toute une période, la France a défendu finalement les Touaregs contre les djihadistes et empêchant le gouvernement central de reprendre Kidal. Il y a toute une histoire. Et actuellement, il y a un accord d'Alger. Je pense que... Un accord d'Alger qui a explosé. Donc, en ce moment, il y a un affrontement entre ce nord des indépendantistes et le gouvernement central de Bamako. Au Mali, oui, c'est tout à fait juste. Et aujourd'hui, il y a un risque de déstabilisation du Sahel qui était déjà grave avec la perspective de la reprise. La perspective de la reprise de la guerre entre les groupes signataires de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger qui a été signé en février 2015 pour mettre fin à la guerre entre les mouvements armés Touareg et l'État malien. Là, il y a une perspective de reprise. Il y a déjà quelques affrontements. Et si la guerre reprend, ça fait 2 guerres au Mali. La guerre contre les djihadistes, la guerre contre les groupes armés. Et du coup, ça pourrait accélérer l'effondrement de l'État malien avec les contre-coups pour l'ensemble de la sous-région. Et je pense que Niagalé a tout à fait raison d'alerter sur le danger qu'il y a justement dans l'accord. Parce que l'accord qui a été signé entre les États, tout en ayant une perspective... Aujourd'hui, on ne peut que construire une réponse transnationale à la menace djihadiste. Il faut absolument que le Mali, le Niger et le Burkina travaillent ensemble. Mais de là à franchir le pas, ils sont dans cette perspective. Mais attention à ne pas considérer des problèmes intérieurs comme des problèmes que le Niger va aller défendre au Mali ou que le Niger va aller défendre au Burkina Faso. Parce que ça crée un embrasement communautaire. Pardonnez-moi, vous décrivez une poudrière. Là. Une poudrière, mais qui surtout... Et puis surtout, qui est exactement celle qu'on avait en 2013. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve exactement à la situation de 2013 à tous les égards. L'échec de la CEDEAO, la rébellion avec les Touaregs au nord, les groupes djihadistes, en effet, les groupes criminels. Il est très intéressant quand on lit les derniers bulletins de l'armée du Niger qui parlent de ces groupes criminels organisés. C'est ce qu'on trouve en lien avec le Nigeria. On a le sentiment qu'on a perdu 10 ans, en réalité, qu'on se retrouve exactement face aux mêmes problématiques. Oui, je voyais certains sur les réseaux sociaux qui disaient mais est-ce que ça peut être plus instable que ça allait maintenant? Oui, bien sûr, vous avez bien évoqué le cas du Mali, mais le Niger jusque-là était quand même relativement épargné. Le président Bazoum, il avait réussi à négocier avec les 2 principaux groupes djihadistes. C'était à peu près apaisé. Il avait une politique aussi un peu multidimensionnelle de lutte contre la corruption, d'autres choses qui permettaient d'échanges de prisonniers, qui avaient permis de garder. Là, on a un nouveau territoire qui risque vraiment de basculer. Là, il y a eu plus de morts depuis que la junte est arrivée au pouvoir que depuis le début de l'année. Plus la Libye au nord, qui peut avec le Niger. Plus la Libye. Il nous reste 5 minutes, justement, juste un tout petit mot. D'abord, l'ambassadeur de France, vous n'avez pas de nouvelles, il est toujours là-bas. Je n'ai pas priori. Aucune des informations peut-être, Sédic? Non, je pense que puisque la France a décidé, maintenant ils vont organiser avec la junte, ça va faire l'objet de discussions pour qu'un sauf-conduit lui soit accordé pour qu'il puisse quitter le pays dignement. Je pense que c'est ça qui va être négocié, c'est ça qui est en discussion. Bazoum. Le président Macron a dit... pour le président Bazoum, on ne sait pas. On n'a pas. La junte elle-même n'a pas de visibilité claire. Un moment, elle avait annoncé des poursuites qui allaient être engagées. Ces poursuites ne sont pas venues. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut alerter sur les conditions de vie qui continuent de se dégrader. Il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité. Et là, ils vont le garder comme ça. Je pense qu'eux-mêmes, ils vont finir par décider de son sort. Mais c'est un des points, puisque jusqu'ici, la junte avait mobilisé, comme il a été dit, contre la France
À partir du moment où cet agenda est passé, on va voir maintenant. Je pense que l'heure de vérité a sonné maintenant, puisque la France a décidé de partir. Et le président Bazoum, a porté plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO. C'est la dernière action d'importance qu'il a adoptée. Mais à mon avis, l'un des enjeux, puisqu'en effet, on va revenir de facto à des questions de politique intérieure, c'est celle de cette lutte au sein du parti au pouvoir qui s'appelle le PNDS entre les partisans du président Issoufou et ceux du président Bazoum, et la question de la lutte contre la corruption qui est également demandée à haut cri par la foule qui voudrait, semble-t-il, se déplacer après le départ des forces françaises de ce fameux rond-point où elle est stationnée vers la résidence de l'ancien président Mamadou Issoufou, selon certaines rumeurs. Donc il y aurait en fait toutes ces, ces rivalités politiques avec une junte qui resterait pour l'instant, en tout cas... rien n'est tranché maintenant, c'est entre eux. Maintenant c'est le débat interne au Niger. Le débat interne au Niger. C'est à eux de savoir. On sait bien que le président Bazoum, il est resté 10 mois au pouvoir sans rien changer des gens qui avaient été mis en place par son prédécesseur Mamadou Issoufou, y compris dans le pétrole ou ailleurs. Donc là, c'est l'heure de vérité, mais entre eux. Je veux dire, plus le président Bazoum, à un moment donné, pour vous raconter une anecdote, un jour, il passe à Paris avant même l'élection. Et il se rappelle, j'avais eu le malheur de dire qu'il avait rencontré les autorités françaises. Il m'appelle, il me dit, mais comment vous pouvez dire ça? J'ai jamais rencontré les autorités françaises, j'étais là pour des problèmes de santé. C'est tellement, il craignait qu'on l'assimile à la France. Pour vous dire comment, finalement, la France, je ne dis pas fait son malheur, mais plus vous dites, en ce moment en Afrique, un président, on soutient tel président, plus vous creusez sa tombe. Et Issoufou, alors, dans tout ça? Issoufou, je pense qu'il il essaie de reprendre la main, mais son rôle n'a jamais été clarifié. Non. Depuis le 26 juillet, lui qui avait habitué... Il a joué un rôle. Lui, bien sûr, en tout cas, il reste à clarifier, puisque compte tenu de l'autorité morale dont il jouit dans le pays, on se serait attendu à ce que dès le 26 ou les jours suivants, qu'il condamne le coup d'État. Il ne l'a jamais fait à ce jour. Sa dernière sortie, c'est 2 tweets dans lesquels il s'oppose à une intervention de la CEDEAO, alors qu'il avait eu l'occasion de s'opposer à l'intervention de la CEDEAO depuis le 17 août. Il ne l'a pas fait. Je pense qu'il a un agenda personnel. Il a un agenda personnel, mais qui reste vrai aujourd'hui avec la présence de la junte? Ah oui, il a un agenda personnel. Ça veut dire un retour au pouvoir, ça veut dire... Il y a des gens à lui, son fils est au pétrole et autres. Il a un agenda personnel. Ça me semble absolument clair qu'il a un agenda personnel. Agenda personnel que la junte pourrait soutenir, enfin, en laissant... ça va être compliqué. Il y a beaucoup de candidats, autant que lui. Si la junte marque une préférence, elle peut retourner une partie de l'opinion contre elle. C'est un exercice très délicat. Merci. Mais c'est leur problème. Exactement. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Antoine Glaser, Sidi Kaba, Loïc Kervran, merci. Niagale Bagayoko, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast également. À demain.